la souffrance des médecins et de la médecine réside dans ces faits de se limiter à traiter les organes de l'être sans impliquer ces derniers dans son symptôme ou dans sa maladie. Cette lecture vétérinaire de l'être empêche la construction de la position du sujet avec toutes les conséquences aliénantes et passionnelles. Amour, ignorance, haine. Il est possible de repérer dans la clinique et dans la société. Comme d'habitude, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à m'interrompre. Je vais répondre cette phrase parce que c'est pas assez clair. Cette lecture vétérinaire de l'être empêche la construction de la position du sujet, la visée du tout pur. Avec toutes les conséquences aliénantes et passionnelles, il est possible de repérer dans la clinique et dans la société. Vous voyez bien que je passe de la clinique, j'élargis jusqu'au discours d'une autre société. Il ne s'agit pas ici d'un reproche au médecin, mais de la reconnaissance de la limite de leur clinique. Pour sortir le médecin de son embarras quotidien, ma proposition est de mettre en place la clinique du partenariat. La manière de raisonner du médecin, en séparant la physiologie de l'anatomie, de l'étude des organes de manière physique, voire mathématique, et même statistique, est une difficulté née, me semble-t-il, de la lecture d'Aristote. Je vous rappelle que, depuis un certain temps, j'ai fait une lecture, une articulation entre l'enseignement d'Aristote et la scientificité de la psychanalyse. Donc, selon Aristote, je le cite, il n'est donc pas possible de prouver en venant d'un autre genre, par exemple, ce qui est géométrique par arithmétique. Donc, les œuvres complètes, toujours les œuvres complètes des traduites par Pierre Pellegrin, page 225. Les champs, donc, fin de citation. Les champs sont séparés, certes, mais c'est au studieux de chaque champ de chercher et de trouver, honnêtement chercher et trouver. C'est ça la différence entre un chercheur professionnel et ceux qui trouvent. Pour une référence à Picasso. Donc les champs sont séparés, certes, mais c'est au studieux de chaque champ de chercher et de trouver une collaboration. La clinique de ces siècles ne sera plus limitée à la relation médecin-malade, mais au rapport médecin-malade, et j'y rajoute, psychanalyste et inconscient structuré comme un langage. Donc j'y rajoute deux éléments supplémentaires. La présence du psychanalyste dans la clinique médicale, médecine générale, médecine spécialisée, et l'inconscient, mais pas n'importe quel inconscient, pas l'inconscient des Freudiens, hein? L'inconscient structuré comme un langage. Donc, selon le plus freudien des psychanalystes. Hein? J'attire votre attention sur le fait que relation et rapport trouvent leur étymologie au début du XIIIe siècle. La distinction est que faire relation est relater. Et rapport, c'est l'action de rapporter à quelqu'un ce qu'on a vu, lu, entendu, d'où récit, témoignage. Si la relation est cette chose plate aux personnes, médecins et malades, ou même copains, copines, collègues du bureau, hein? Donc, si la relation est cette chose plate où personne, médecin et malade, n'apprennent rien sur le désir, même si l'inconscient du médecin interprète, c'est justement ça l'interprétation. En choisissant d'utiliser relation médecin-malade et non rapport médecin-malade, le fait même que le médecin interprète sans savoir qu'il interprète. Et là, ce texte que j'avais publié il y a quelques années,
l'inconscient du médecin interprète. Le fait même qu'il utilise il parle des relations médecin-malade, c'est la preuve même qu'il y a quelque chose en lui qui interprète et qui lui dit que ça ne va pas. Nous sommes dans un registre d'une platitude, dans cette rencontre thérapeutique. Donc, en un mot, le médecin, si c'est coincé, épistémologiquement, mais ne sait pas comment se sortir de la difficulté. C'est ici qu'il est possible de construire un rapport. Dans le rapport, il est possible de trouver la construction, c'est-à-dire les associations libres qui produisent des effets de retour vers l'autre barré. Au contraire, d'alimenter la relation imaginaire A'. Donc, il y aura un schéma que je vais vous montrer tout à l'heure. En parlant librement, le moi rapportera à quelqu'un, dans la position d'objet pitita, ce qu'il a vu dans sa navigation, ce qu'il a lu et entendu du désir de l'autre non barré, c'est-à-dire ce qu'il interprète de ce que l'autre attendait de lui et qu'il avait cédé au nom de sa nécessité vitale ou au nom de sa lâcheté. Très simplement, c'est que l'enfant face à l'adulte qui lui demande parfois l'impossible, il cède parce que c'est ça pour sa vie, il n'est pas au courant et il existe des instances pour le protéger. On ne peut pas protéger l'enfant à l'intérieur de sa maison, n'est-ce pas, dans son lit. Pour que nous puissions savoir quelque chose de ce qui se passe dans l'intimité d'une maison, il faut une intervention légale. Et normalement, tous au courant, les pédophiles ne s'y trouvent pas, ce n'est pas le méchant monsieur qui passe dans la rue. Le loup est déjà à la maison. Donc, ça c'est pour la difficulté inévitable pour l'enfant de se protéger. Et quand je mets en évidence la lâcheté, c'est la tristesse. À un moment donné, l'enfant est accablé, l'adolescent est accablé, l'adulte s'accable. J'ai mis en évidence ça la semaine dernière. Parfois, je regarde des étudiants qui viennent ici et ont un visage d'une très grande tristesse. Je vois des jeunes gens, même pas la trentaine, ils sont déjà tristes. C'est-à-dire, cette lâcheté d'avoir cédé sur quelque chose de son désir, n'est-ce pas? Et ne pas s'y mettre en colère contre le désir de l'autre non barré. Donc, son récit clinique et son témoignage, donc l'être, à la sortie de sa psychanalyse, l'installe dans la position du martyr. Alors, j'avais mis en martyros. Donc, les témoins. Je sais que toute martyrisation de la résistance du surmoi et de l'autre non barré envers lui, le moi, toute la souffrance vécue était due à son rapport aux organisations intramoyes. C'est ça qu'il va découvrir dans sa cure. Ces témoignages installent l'être dans la position du sujet. On reconnaît là cette idée de la passe lacanienne qui est une excellente idée. Il faut affiner, comme tant de choses. Il ne faut pas répéter Lacan comme un perroquet. Non plus d'ailleurs. Ça ne rend pas service à la psychanalyse. Ce qui rend service, c'est d'être studieux, d'étudier, appuyé par la clinique. Il est fondamental de mettre en évidence qu'il n'est pas possible à la psychanalyse d'être interprété selon les critères de la médecine et pas davantage de ceux de l'astronomie ou de la physique. Les deux dernières sciences étudient les astres et la lumière. La médecine s'y doit d'étudier l'organisme. Quand je dis s'y doit d'étudier l'organisme,
c'est parce qu'il y a un certain nombre de médecins qui prescrivent des médicaments pour des souffrances psychiques, des souffrances corporelles, hein, pour les nouvelles maladies de laboratoire. Quelqu'un qui me parlait de la fibromyalgie et qui, après la rencontre avec un psychanalyste, quelques années après, hein, nous avons dévoilé, elle a dévoilé, ça tombait de ses lèvres comme un fruit mûr, le diagnostic d'hystérie. En 2019, on rencontre l'hystérie obsessionnelle. Ce n'est pas nécessaire d'inventer des mots nouveaux, nord-américains, bien évidemment. La colonisation, ça peut être quelque chose, un truc sauvage. Pas obligé. Mais on peut apprendre des choses avec le maître, à condition d'à un moment donné, dire ça suffit. À la psychanalyse, l'étude du psychisme et la haine qui les matérialise, à savoir le corps. Il est fondamental, Aristote dira nécessaire, je le cite, que les gens soient le même, soient absolument, soit d'une certaine façon, si la démonstration doit passer d'une science à l'autre. Et d'ajouter, et que ce soit impossible, autrement, c'est clair. Et d'ajouter, je le cite, et que ce soit impossible, autrement, c'est clair. Toujours page de fond. Or, la difficulté clinique du médecin, comme l'impact social, économique et l'indistinction entre organisme et corps, c'est que le médecin distribue des médicaments et des arrêts maladie à des gens qui souffrent psychiquement ou corporellement et non organiquement. Le médicament à prescrire à quelqu'un qui souffre corporellement, c'est de rencontrer un psychanalyste et non de lui interdire l'accès au travail. L'affaire est extrêmement complexe et doit être discutée en partenariat et non de manière idéologique, syndicale ou corporative. Au début, je parlais de ce rapport entre la clinique et l'extension sociale. Et voilà un exemple. L'acte du médecin, hein, l'acte propre, hein, produit des dépenses financières, parce que l'argent ne tombe pas du ciel. Hein. Il faut penser où on va mettre l'argent. Quand on fait des arrêts de maladie avec des gens qui ont décidé, par exemple, voilà, maintenant je vais avoir un enfant. Ils vont se faire piquer, ils vont ceci, cela, ils vont tomber malades. Donc c'est malade, donc, parce qu'elle était piquée, elle n'était pas nécessaire, mais elle est piquée. Maintenant, elle est malade, et là maintenant, arrêt maladie. Donc dans cette logique plate, on ne va pas s'en sortir. Du point de vue de la société. On ne peut pas investir dans l'éducation si tout l'argent part d'un autre côté. C'est le gaspillage en France est énorme. Et la responsabilité du psychanalyste, c'est d'alerter. Mais en faisant des propositions logiques. La consultation publique de psychanalyse, c'est une possibilité. C'est une solution logique. Parce qu'elle est née d'une clinique. Ce n'est pas de ma petite tête. Je n'ai pas assez de neurones pour penser à un truc brillantissime comme ça. Ça vient de Freud. Pour Aristote, pour revenir au texte, il faut tout de même que je fasse mon taf. Donc je le cite. Il n'est pas possible non plus de démontrer ce qui relève d'une science par une autre science, à moins qu'elle soit dans une relation telle que l'une soit subordonnée à l'autre, comme l'optique l'est par rapport à la géométrie et l'harmonique par rapport à l'arithmétique. Fin de citation. Ceci me fait dire que c'est pour les sciences qui étudient les objets inanimés, il est possible de démontrer. Donc vous pouvez vous rendre compte que pour des sciences qui ont des objets vivants et soumis au désir, au fantasme, en un mot, à l'autre barré,
à l'autre non barré, à la ressource de surmoi, il sera impossible de les étudier de manière statique. On ne peut pas regarder une étoile, n'est-ce pas, tout en bougeant. Non. Il faut que vous puissiez déjà vous calmer, pas faire comme moi, vous fixer et ensuite vous allez ajuster, vous allez régler votre télescope. Ensuite, vous avez la beauté. À vrai dire, la beauté, c'est juste la lumière, parce qu'elle est déplacée, parce que nous sommes déplacés. Et je pensais à la Lune, je ne pensais pas à ce livre. C'est très beau la voir comme ça. Il faut régler, il faut ajuster les verres pour que ça soit bien visible. À ce moment-là, vous avez la beauté. Donc, il faut donc inventer des protocoles spécifiques d'examen et ne pas copier chez le voisin. Ça rappelle un peu l'école, n'est-ce pas? Moi, je n'ai jamais copié chez le voisin. J'étais un écolier convenable. Pas les meilleurs écoliers, hein, j'avais pas de bonnes notes, mais un écolier studieux. Ça, c'était mon psychanalyste m'a fait dire. Je ne suis pas en train de me vanter. Hein? Je ne sais pas le bouchon, je ne sais pas que mon ego devient mesuré. C'était une interprétation de mon psychanalyste. Je ne vous avais pas conduit autrement. Studieux. Et après 12 ans, la personne dit un truc comme ça, c'est une interprétation qui tombe juste dans une oreille. Moi qui me voyais tellement pas comme ça. Donc il faut donc inventer des protocoles spécifiques d'examen et ne pas copier chez les voisins, comme l'ont fait les médecins en s'appuyant sur la scientificité de la physique. Jusqu'à là, ça va. Pour la physique, ça va. Quand les médecins font ça, je pense à Claude Bernard, qui a fait un travail excellent. Mais c'est qu'à un moment donné, inévitablement, s'il n'y a pas la rigueur que je vous demandais là tout à l'heure, avec ces histoires de donner des cours quand c'est le moment d'enregistrer, des cours d'enregistrement quand c'est le moment d'enregistrer. Hein? Arriver avec la pile quand tu devrais déjà être là. Voilà. C'est ça. Et ça, c'est humain. Mais c'est un enseignement psychanalytique d'essayer d'être sur les rails. C'est plus agréable, la vie devient plus douce quand on danse avec le swing de l'existence. Il y a un swing, il faut chercher sa musique. Je m'égare une autre fois, je reviens. Donc, on a fait les médecins en s'appuyant sur la scientificité de la physique. Comme l'ont fait les psychiatres en s'appuyant sur la scientificité de la médecine. Comme l'ont fait les psychologues en s'appuyant sur la scientificité de la psychiatrie. Comme l'ont fait les TCCistes en s'appuyant sur la scientificité des psychologues. Je ne suis pas obligé de prendre ma lecture pour de vrai. Je vous dis ce que moi je vois. Je vois le glissement se fait de cette manière-là. On ne se donne pas la peine, comme Freud et Lacan, de retourner chez Aristote et Platon, n'est-ce pas? À retourner sur les classiques pour structurer sa clinique. Non, la tendance est je veux copier du voisin. Et on fait ça parce que c'est dans notre nature. Pas? Les moi, je vous rappelle, est aliéné par structure. Et entre le moi et le désir, bien évidemment, n'est-ce pas? La grande majorité ne choisissent pas le désir. Et quand vous signalez qu'ils choisissent le moi, ils vous mordent la main. Ils vous mordent la main. Hein? De là, l'importance de ne pas essayer de sauver les gens. D'ailleurs, quand je signale qu'il n'y a pas de suicide au RPH, ce n'est pas par magie. C'est parce que la première chose dans le protocole que j'avais mis en place pour accueillir quelqu'un, c'était d'abord que voie. Qui veux-tu? Hein, tu viens ici juste pour la branlette ou tu viens ici pour travailler vraiment? Pour réanimer ton être? Pour être désirant? Ou tu viens juste pour la triche? Pour négocier avec le symptôme?
Eh bien, un psychanalyste ne sert pas le maître. Le psychanalyste sert le désir. Le désir, qu'on dit, est castré. Hein, parce qu'il y a un désir non castré, il peut déconner à gogo aussi, au nom de désir, qui devient jouissance. Il faut suivre un peu la logique. Freud n'a jamais voulu que la psychanalyse devienne une branche de la médecine. Les psychiatres, psychanalystes, donc je veux dire, psychiatre psychanalyste, c'est comme ça. Comme vous savez, je suis psychiatre psychanalyste, je suis psychologue psychanalyste, je suis professeur universitaire psychanalyste. Donc les psychiatres psychanalystes n'ont pas entendu le souhait de Freud, comme ils n'ont pas entendu non plus le souhait de Freud en 1918, n'est-ce pas, en demandant aux psychanalystes d'y mettre de leur désir à écouter des gens qui ne peuvent pas payer, parce qu'il voyait déjà que la psychanalyse pouvait être utile aux gens, car ils ont péché beaucoup d'emmerdes. Alors bien sûr, quand on rate 2, 4, 10, 20, tout le monde tombe dessus, sur la psychanalyse, qu'elle est nulle, etc. Non, la psychanalyse, il faut juste... C'est comme Doucéphale. Il faut savoir monter. Aussi laisser monter. Il y a des gens qui ne sont pas disposés à ça. Ils ne sont pas disposés à l'éros. Ils ne montent pas, ils ne se laissent pas monter, ils ne font rien, ils râlent, ils s'y plaignent. C'est complètement ignoble. Quelqu'un me fait un geste qui commence à baver comme ça. Exactement, c'est comme ça que j'aime. Quand tu commences à baver, là, je suis à l'aise. Comme il est impossible de céder impunément sur son désir, donc je reprends la phrase parce qu'elle est très intéressante. Les psychiatres psychanalystes n'ont pas entendu le souhait de Freud. Comme il est impossible de céder impunément sur son désir, en voulant accoupler la grenouille avec le bœuf, les psychiatres psychanalystes sont devenus des analystes. C'est-à-dire ni psychiatres ni psychanalystes. Ce sont eux-mêmes qui sont ainsi nommés. C'est leur interprétation et c'est une interprétation juste. Comment sortir de cette fausse voie? Eh bien, en retenant sur le divan. C'est ça ma petite proposition. D'ailleurs, les gens me tirent les cheveux aussi. Il faut que je puisse avoir vraiment beaucoup de poils sur le caillou pour... Tout le monde me tire les cheveux, d'un côté ou de l'autre. Avec les étudiants, on me tire les cheveux. La psychanalyse, le psychanalyse sans fin, mais ce n'est pas une idée à moi. Je fais un peu comme Copernic, ce n'est pas moi. Je sais que je ne me prends pas pour Copernic, mais je ne veux pas. Vous savez, c'est très agréable de passer une bonne journée. Ne pas s'embêter avec la mauvaise foi et le pouce à la mauvaise voie de quelques-uns. À vous dire ceci, c'est là. C'est plus agréable quand quelqu'un dit comme ça, continuez. Donc grandis. C'est ça la vie. Une psychanalyse sert à ça, à pousser, à grandir selon ce moyen, bien entendu. Donc il est impossible de lire la psychanalyse avec les instruments d'analyse de la médecine ou de la physique. Comme il est impensable d'examiner l'objet de la psychanalyse, à savoir le désir, sans avoir dédié des décennies de sa vie à s'y former à une telle science et à l'étude approfondie de son objet. Car, pour accéder à un tel examen, il est possible de s'y passer de la position de psychanalysant. Ce n'est pas en faisant 6 ans de psychanalyse que tu as fait le tour de ton affaire. Parce que déjà, ton affaire, tu ne feras jamais le tour. Si tu veux devenir psychanalyste. Là, cette organisation logique était la mienne de dire que le psychanalyste ne saura jamais s'il était psychanalyste. Quand il mourra, à ce moment-là, quelqu'un qui a fréquenté son divan va dire il était psychanalyste. On peut même marquer, n'est-ce pas,
sur sa tombe. Il était psychanalyste. Voilà. Mais lui, il ne saura jamais. Il ne faut pas, un psychanalyste ne donne pas à bouffer aux organisations intramoïques, c'est-à-dire la résistance du surmoi et l'autre non barré. Résistance du surmoi qui, je suis allé voler comme à mon habitude chez Freud. Voler, je veux dire juste pour vous taquiner, parce que je ne volais pas, c'était là. Tout le monde a lu le texte et personne n'a vu ça. Résistance du surmoi, viens toi, je veux, pas dans ma poche. Là, quand on parle de grand autre, à un moment donné, un grand autre barré, un grand autre non barré. Où est la distinction? Quelle est la distinction à faire? Eh bien, et donc, le grand autre non barré, n'est-ce pas, qui je mets à l'intérieur du moi comme le bras verbal de la résistance de surmoi, c'est bras verbal qui insulte, n'est-ce pas, qui écrit sale juif, qui écrit sale arabe, qui écrit sale chauve. J'attire simplement votre attention que toutes les fois que le grand autre, pardon, que le moi, le petit a, hein, adresse ça à l'autre, à son semblable, c'est que le grand autre non barré fait ça avec lui. D'accord? Donc, le sale juif, le sale arabe, le sale chauve, c'est une insulte reçue par le moi du grand autre non barré. Si on lit ça comme ça, il n'y a plus de raison pour l'insulte. Il n'y a plus de raison pour la guerre. Il faut, la visée, c'est celle-là. Bien sûr que je ne suis pas suffisamment innocent pour penser que ça va fonctionner. Je signale simplement que quand quelqu'un dit ça le juif, et qu'il a le je, n'est-ce pas, dans le mot, ça le je suis sale. Mais ça, c'est le moi, la personne qui écrit, qui pense de lui-même. Mais comme il n'a pas le courage, il n'est pas un psychanalyste, il n'a pas le courage de dire qu'il pense ça de lui-même, hein, à ce moment-là, il préfère adresser ça à l'autre, à son semblable, à son frère. Exigeons ce qui est possible de la psychanalyse. Ce qui est impossible est d'un registre qui échappe à l'être parlant. On s'occupe de ses oignons à soi. On ne dit pas à l'autre, occupez-vous de vos oignons. Non, occupe-toi de tes oignons à toi. Pour Aristote, je le cite, il est manifeste aussi que si les prémices à partir desquelles s'y fait le syllogisme sont universelles, il est nécessaire que la conclusion d'une telle démonstration, c'est-à-dire la démonstration prise au sens absolu, soit éternelle. Point de citation. Page 226. L'étoile Sirius, pour la première fois depuis 10 semaines, elle était là. La première fois, ce matin, elle n'était plus. Trop de lumière. L'étoile Sirius existait avant l'homme et probablement existera-t-elle après lui. L'Édipe existait avant la naissance de l'être dans le désir de ses parents à lui. Et parfois, l'être traverse la vie en ignorant l'existence de son Édipe. L'Édipe existera après la mort de l'être. Donc je répète, l'Édipe existait avant la naissance de l'être dans le désir de ses parents à lui, et existera après la mort de l'être. De toute manière, en fin de compte, Sirius comme Édipe sont là, mais inatteignables pour les mortels. Les deux exigent un raisonnement universel et sa conclusion est éternelle, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de commencement et qu'il n'aura pas de fin. En un mot, inatteignable. La différence entre Édipe et Sirius, de traverser dans la névrose et dans la psychose, et qui est impossible pour l'étoile comme pour la perversion. Ce qui est impossible pour l'étoile comme pour la perversion. En résumé, il est impossible d'exiger une lecture astronomique de la détresse humaine, détresse produite par la non-résolution du complexe de vie. Cependant, ce n'est pas parce qu'il est impossible que cela doit nous empêcher
avec le consentement décidé de l'être, d'y mettre notre ardeur dans la réussite clinique. À savoir que le malade, patient ou psychanalysant puisse devenir sujet. Que le malade, patient ou psychanalysant puisse devenir sujet. Et parce qu'il y a un petit glissement dans l'absus, je veux le saisir, à savoir que patient ou psychanalysant puisse devenir sujet et même psychanalyste. Hein? Selon Aristote, je le cite, quant aux démonstrations et aux sciences s'y rapportant aux choses qui se produisent souvent, par exemple l'éclipse de lune, il est clair que, en tant que ces démonstrations concernent un objet de ce type, elles existent toujours, mais en tant que leur objet n'existe pas toujours, elles sont particulières. Point de citation. Ah non, pas du tout. Point. Et il en va des autres cas comme de celui de l'éclipse. Point. Point de citation. L'inconscient est là, dans l'appareil psychique, mais ne se produit pas souvent. C'est ce que je représente dans l'image ici. Donc vous voyez un petit point, vous voyez deux petits points qui vont faire un trait, et vous allez voir 4 points qui vont faire une croix. Vous êtes au courant déjà. Je suis désolé de faire ça d'une manière si massive. Julie n'est pas là, mais elle avait dit que c'était... Julie est là. Coucou. Voilà. Éclipse de Julie. Voilà. Voilà. Je suis comme un enfant qui rencontre sa maman. Julie, qu'est-ce que vous avez dit de mon texte la dernière fois? Il était quoi? Dense. Voilà. Je suis désolé, c'est un peu dense. D'accord? Mais vous vous rappelez, ici, donc c'est le moi. Donc rappelez-vous que c'était là qu'on parlait toujours de manière ironique, de manière taquine. Hein, elle taquinait les schémas de Freud, appelé le schéma de l'œuf. Hein? À Caracas encore, il a balancé une taquinerie de cette nature-là. Et mon idée, c'était toujours que Lacan, comme il vient de la psychiatrie, n'a pas compris la puissance de l'appareil psychique. L'appareil psychique, c'est une carte. L'appareil psychique freudien, c'est une carte. Une carte pour le navigateur perdu dans la mer Océane. Bon, avant, la mer Océane, c'était l'Atlantique. La mer Océane est inconscient. D'accord? Et donc, je me suis dit toujours, ça c'est la lecture de Lacan, parfois même méprisante, je trouvais parfois dans le texte. Hein, c'est mon interprétation. De l'appareil psychique, c'était parce qu'il a passé par la psychiatrie. Comme j'étais plongé dès la ton d'âge, n'est-ce pas, clinique, dans la médecine, surtout dans la médecine interne, hein, je pense que cet appareil psychique-là, il m'a parlé de manière tout à fait limpide, parce que j'ai entendu le discours des malades de médecine. Ça s'articule autrement. Donc, ces schémas-là, il y a du Freud et du Lacan. Ici, il y a cette version ici, c'est la version 23, 1923, parce qu'il y a cette ouverture à droite que j'appelais Bouka, parce que Freud n'en appelait pas. Et je vous rappelle que Freud a utilisé énormément de métaphores chirurgicales, pas de métaphores médicales, lui qui était médecin. Et donc j'ai pris ça au sérieux. Donc ici, c'est le schéma de 23. D'accord? Le schéma de 32 que j'ai, à un moment donné, je m'acharnais à envoyer tous les éditeurs qui le schéma de 32 de Freud était allongé. Comme ça, on comprend Über-Ich, le surmoi. Donc ça, quand vous l'allongez, le schéma de 32, on comprend, ça veut dire sur le moi. D'accord? Mais la traîtrise, le sabotage de désir, c'est de saboter Freud. C'est de saboter Lacan, c'est de se présenter en tant que psychologue lacanienne. C'est tuer deux fois Jacques.
Hein? Bon, allez, assez de rigoler. Donc, dans le schéma 32, il a cette ouverture, mais le génie de Freud, c'est qu'il a fermé celle-ci. Rien obligé l'homme à faire ça. Pour quelle raison il a fermé ici, en 32, et en 23, ça n'existait pas. Eh bien, mon idée, c'était que, justement, donc ici c'est le moi. Ici, c'est où la libido échappe pour nourrir le symptôme corporel. Et ici, c'est quand ça s'abandonne. L'être lâche. Et à ce moment-là, ça chute. La libido n'est plus articulée à l'éros, au signifiant. Et ça coule par l'ouverture du 32. J'étais obligé d'appeler comme ça parce que le schéma vient de 1932. Donc l'ouverture du 32. Et ça, c'est le losange qu'on trouve chez Lacan, hein, qui vient signaler conjonction-disjonction, et que j'ai laissé ouvert aussi pour que ça passe, voyez-vous, carrément du côté de l'organisme. Ça, c'est tout à fait récent. C'était en réalisant le texte, parce que la première fois que je vous montre ça comme ça ouvert. Hein. Voilà. Ça, c'était avant-hier. En réalisant le texte, non, il faut que je puisse justifier, parce que sinon la libido va rester prisonnière du corps. Oh, mais c'est pas vrai, parce qu'elle chute du côté du réel, donc du côté de l'organisme. D'accord? Donc les petits points du côté gauche, ici, représentent la partie du moi qui est du côté inconscient. Hein? De ce côté-là, c'est l'inconscient, de ce côté-là, c'est le conscient. On a accès à ces informations ici. Donc les petits points du côté gauche de moi représentent la partie de moi qui est du côté inconscient et qui a le statut de pensée individuelle, des pensées élaborées, figées. Donc l'image, l'illusion ou l'hallucination. Ou encore, pensée dynamique, fantasme ou délire. Oui, ça c'est... Le trait contenu à l'intérieur de l'appareil psychique, fruit de lien entre deux ou plusieurs points, d'accord? Ça c'est des Euclides, n'est-ce pas? Un point, deux points, un trait, plusieurs points, un trait. Représente l'inconscient, d'accord? L'inconscient se balade dans l'appareil psychique. L'appareil psychique, il navigue dans les eaux de l'inconscient. Et ce qui pointe le nez comme ça, c'est juste le moi. Vous allez remarquer qu'il y a plus de traits que de points. Ensuite, il est possible de repérer les croix qui représentent le corps. Dans le champ du corps. Hein? C'est venu tout seul, ce soit des croix. Hein? Déjà la croyance de son corps. Je crois, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Et cause toujours. Hein? Un enfant comme je veux, un enfant quand je veux. Hein? Il a fait un peu la clinique de CETU et la clinique, la CPP, cette clinique qui, je vous remercie énormément, n'est-ce pas, de la porter avec moi. Donc l'organisme, ah oui, voilà, le croix représente l'articulation entre la pensée, donc le point, les traits, et l'inconscient est structuré comme un langage. La croix vient indiquer qu'un trait coupe un autre. D'accord? C'est un trait avec un autre trait, donc ça fait une croix. Caractérisant le corps érogène et sa proximité imaginaire avec l'organisme et avec la maladie organique. Ça, c'est pour vous dire qu'il y a une frontière. D'accord? Si on passe d'un côté, on est du côté du corps. Non, si on est dans un côté, on est du côté du corps. Si on passe de l'autre côté, il y a une espèce de rupture avec le signifiant, la chaîne signifiante, et ça tombe du côté de l'organisme. Et comme nous sommes dans un pays civilisé, qui a une excellente médecine, hein, et qui a des médecins disposés, donc le corps médical, les médecins, les infirmières, qui sont disposés à
réanimer le désir de l'être, ils vont essayer de coudre, ils vont essayer de chimiothérapiser, hein, pour voir s'il a une réanimation, au moins un blocage de la folie cellulaire. Parce que si on laisse comme ça, béant, le son coule et l'être s'éteint à jamais. Après la maladie, l'incapacité thérapeutique de ralentir ou de stopper le processus de destruction, la mort sera au rendez-vous. À ce moment, le réel reprendra ses droits, ou comme écrit le poète, ensuite mourra la planète tournante où tout ça a eu lieu. J'adore, c'est de Fernando Pessoa, Bureau de tabac, dernier poème, œuvre poétique, Gallimard, 2001, page 367. Parce qu'il y a toute une... Hein, il va dire, à un moment donné, ça disparaît, ça disparaît, ça disparaît. Ensuite mourra la planète tournante où tout ça a eu lieu. D'accord? Si vous avez un petit désir de vivre, c'est là maintenant. S'il faut rouler des pelles, c'est là maintenant. S'il faut dire non à maman et papa, c'est là maintenant. Parce qu'après, quand maman et papa ne seront plus là, hein, vous allez regretter beaucoup. Ah, je n'avais pas dit ceci ou cela. Ça, c'était un conseil que mon psychanalyste m'avait donné. Hein? N'ouvrez pas beaucoup la bouche, mais quand il ouvrait, ça tombait comme ça. Hein? Ah bon? Dites d'abord, allez passer le bonjour à votre père d'abord. Je le remercie encore aujourd'hui, 30 ans après, voire plus, n'importe. Hein? Cette chose, allez-y, allez faire la paix à cet homme que vous avez détesté pendant tellement de temps. Hein? Voilà, c'est ça. C'est le témoignage d'un psychanalysant. Hein? Je n'ai pas besoin de parler de la psychanalyse et des gens qui viennent me rendre visite. Je parle de la mienne. L'inconscient dans l'appareil psychique ne se produit pas souvent. Freud nous enseigne que lorsque l'inconscient se représente, c'est en forme de lapsus, acte manqué, rêve. J'ajoute que la souffrance psychique et corporelle, comme la maladie organique, sont des indicateurs que l'être n'est pas dans sa vie. J'ajoute que la souffrance psychique et corporelle, comme la maladie organique, donc tout le monde est inclus, hein, pas des symptômes psychiques, pas de symptômes corporels, tout. Je prends le tout. J'ajoute que la souffrance psychique corporelle, comme la maladie organique, donc, sont des indicateurs que l'être n'est pas dans sa vie. Donc il y a quelque chose en toi qui te dit, tu n'es pas dans ta vie. Et les formations de l'inconscient, lapsus, acte manqué, rêve, symptômes psychiques, symptômes corporels, maladie organique, le font savoir. Voilà. Ça vient savoir, ça vient dire au moi, tu déconnes. Voilà. Et comme nous sommes dans un pays civilisé qui a une médecine excellente, donc on réanime les gens. Mais on réanime les gens sans lui dire, va rencontrer un psychanalyste parce que tu déconnes là. Et tu nous fais chier tous. Oui, c'est pas thérapeutique, mais à un moment donné, il faut plus ou moins laisser passer le message. Hein? À te réanimer. Hein? Ma fille, une de mes filles, quand elle était petite, elle dit, papa n'aime pas quand on tombe malade. D'abord, je n'aime pas quand moi je tombe malade. Hein? Là, ça va beaucoup mieux, parce que depuis 2 jours, je me tape avec un truc qui, c'est une bagarre d'enfer, et je prends des machins, bidules, du thé, machin, et ça me fait pousser de fièvre. Ça touche profondément ma bonne humeur. Hein? Mais parce que on n'a pas du temps dans la vie pour tomber malade. Il faut tout de même voir la quantité de psychanalysants qui ne tombent pas malades depuis qu'ils sont psychanalysés. Il y a un qui m'avait dit comme ça, oui, je suis malade, je suis très malade. Très bien, aucun problème. À demain. Non, mais je suis très malade. Très bien, après-demain? Je vous attends quand? Semaine prochaine. Vous faites combien de séances par semaine? 5.
Très bien. Donc, ces 3 séances-là que vous allez manquer. Donc, n'oubliez pas de régler la prochaine fois. C'est à lundi. Le lendemain, il est venu. Très en colère. Où est la maladie? D'accord? Bien sûr qu'il avait des poussées de fièvre, etc. Mais il faut tirer l'être vers le haut. Mais pour ça, il faut descendre dans l'arène. Descendre dans l'arène, c'est justement aller au corps à corps. Ça, je trouvais ça, cette formule chez Lacan. Au corps à corps. Lacan élève des... Il faut demander à qui c'est. Hein? Voilà. Jean-Baptiste Léglé. Voilà. Comment faire pour opérer cliniquement? Mais nous avons tout ce qu'il faut. Il faut simplement affiner. Nous sommes une génération, nous avons tout ce qu'il faut. La baguette, le couteau, le fromage. Couper, ici c'est. Une telle hypothèse de travail, donc celle qui a, voilà, qui est la maladie organique, le symptôme psychique corporel, est un indicateur qui, toi, tu décomptes dans ta vie. D'accord? Une telle hypothèse de travail vise à faire en sorte que, grâce à l'intervention du clinicien, et à ce moment-là, je vais faire un autre schéma. Donc le moi, ici c'est le moi, ici c'est une partie du moi qui parle, qui vous parle. Donc, ici, j'ai fait l'appareil psychique comme je vous avais montré tout à l'heure. Toujours maintenant, sans vergogne, avec l'association le schéma des 23, ce qui caractérise le schéma des 23 et celui du 32. Et là maintenant, je fais appel au losange que j'ai piqué chez Jacques Lacan. Je ne veux pas que ça se touche. Je fais ça comme ça. D'accord? Donc, le grand autre non barré, celui qui nous guide. Le grand autre barré, celui qui nous guide ici. Le grand autre barré prime qui vous représente dans la clinique. D'accord? Une telle hypothèse de travail, donc, vise à faire en sorte que, grâce à l'intervention du clinicien, ici, le moi s'y retourne. Alors, attendez, c'est intéressant parce que, regardez, ici c'est la relation imaginaire. Ici, voilà. A' c'est-à-dire, c'est ce que Lacan avait appelé la relation imaginaire. D'accord? Donc, une telle hypothèse de travail vise à faire en sorte que, grâce à l'intervention du clinicien, donc le clinicien intervient ici, c'est son intervention ici. Il vise ça. D'accord? Normalement, ça vient nourrir la relation imaginaire. L'intervention du clinicien fait en sorte qu'il a ici, au contraire de continuer à nourrir la relation imaginaire, s'y détourne et fait le voyage comme un navigateur. Voilà, il faut imaginer Christophe Colomb, il faut imaginer Magellan. Voilà, ces gens rentraient dans un bateau qui déjà, avant le départ, faisait déjà accumuler de l'eau. Vous imaginez la situation. Vous ne savez pas où il partait, mais les conditions du bateau étaient déjà limites. C'est ça le désir. D'accord? Je n'attends pas l'invention du yacht et du satellite pour y aller. Non. Personne n'empêche un désir de se réaliser. Et quand il ne peut pas être se réaliser par la poésie, par le travail, par l'amour, il va se réaliser par une maladie. Parce qu'il s'il n'y a pas la possibilité de vivre avec son désir, ça n'a pas de raison d'exister. Mais vous? Bien sûr que les gens vont se débrouiller. Elle va faire un enfant. Et vous?
D'ailleurs, quand j'ai évoqué la clinique de RPH, j'ai pensé à une jeune clinicienne qui avait dit que, voilà, il y a une dame, elle a eu un enfant, le monsieur ne voulait pas l'enfant, elle voulait coucher avec elle, mais elle ne voulait pas l'enfant. Mais il n'a pas mis un préservatif, n'est-ce pas? Un vrai... Bon. Hein? Et donc, elle tombe enceinte parce qu'elle veut un enfant. L'enfant est né, il a 6 ans, et maintenant, elle ne veut plus de l'enfant. Voilà. Et elle est venue, elle ne va pas bien, parce que comment on fait pour s'y débarrasser? Voilà. C'est ça. Eh bien, on ne peut pas faire marche en arrière. Maintenant, il faut que cette dame, et ça c'est le travail du clinicien, que cette dame puisse, n'est-ce pas, s'inscrire de manière castrée dans son existence pour qu'elle puisse assumer la responsabilité de cet enfant. On ne peut pas faire autrement. Hein? Éviter qu'elle puisse tuer l'enfant. Il y a une situation comme ça. On peut s'y débarrasser. Qu'elle puisse abandonner l'enfant. Hein? Et de l'autre côté, faire en sorte que cet enfant puisse savoir que, tu sais, enfant, tu es comme nous tous. Nous sommes nés d'une manière pas tout à fait désirante. Parce que les parents ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Hein? Pardonnez-le. Voilà. Eh bien, il faut faire avec. Donc, voilà. Cet être-là, on va l'appeler Amélie Jolie. Voilà, elle est dans le monde et il faut qu'elle fasse ces voyages pour savoir ce qui l'anime, elle. Pour qu'elle puisse à un moment donné venir et de cette rencontre, n'est-ce pas, dit avec le grand autre, où Lacan nous disait, c'est là que se trouvent les trésors des signifiants, les signifiants pour bien dire, que ça puisse prendre une autre tournure, une autre couleur, et qu'elle puisse faire ses cheminements ici, et dire quelque chose qui est du champ du vrai. C'est que sera vrai pour elle. Qui c'est comme ça, mais qui grâce à sa psychanalyse personnelle peut s'inscrire autrement dans sa vie. Elle ne sera pas obligée de faire comme sa mère. Parce que ce que la mère ne comprend pas, c'est que quand elle met l'enfant au monde, elle met un enfant mort. Cet enfant, une fois qu'il est né, n'est-ce pas, et qu'il a un son qui sort de sa bouche, il est mort pour la mère. Parce que si elle pense qu'elle est toujours, si elle, la mère, pense que l'enfant est toujours à elle, ça sera très compliqué pour la vie de cet enfant. Un enfant, la responsabilité des parents, c'est de les éduquer pour la vie, pas pour sa vie à elle, pas pour réaliser mon désir des parents. Et ça, c'est au quotidien. Chaque jus d'orange, n'est-ce pas, qui maman prépare le dimanche pour Fifi qui est là, comme ça, apporte-moi. Ça, c'est justifié quand on a 5 ans, pas quand on a 25 ans. C'est fini. La question, c'est que maman et Fifi prennent leurs pieds à s'aliéner ensemble. Alors, bien entendu, le père qui n'est pas le plus docile de tous, qui balance une flèche qui vise, n'est-ce pas, le deux comme ça, alors, à ce moment-là, mère n'est pas contente, et fille non plus. Et le père n'a rien ciré. Parce qu'il a traversé une psychanalyse, et qu'il sait que s'il déconne là, aujourd'hui, ça aura des répercussions demain. Pour la fille, pour les enfants de la fille, etc. etc. C'est ça la radicalité de l'affaire psychanalytique. C'est pour cette raison que beaucoup de gens ne s'en mêlent pas.